Bonsoir tout le monde, je suis Madeleine Solmons et je vais vous présenter donc, la naissance du glamour dans l'aérien, dans le monde de l'aérien. Je vais mettre ta tête là où il faut, parce que comme ça on verra les images qu'on n'a pas pu voir la première fois parce qu'elles étaient cachées par ta tête. C'est ça. Et je me suis dit que on les verrait comme ça. Je vais les mettre là. T'as rien mis de ce côté-là, donc ça gêne pas là. Voilà, tu peux recommencer tout le début. Bonjour, c'est Madeleine. Marrant. Alors, je crois que j'ai dû le dire 4 ou 5 fois. Donc, rebonsoir pour tout le monde. Je pense que c'est donc. Rebonsoir, je suis Madeleine Solmons et je vais vous présenter ce soir donc, le glamour dans le monde de l'aérien. Donc, vraiment la naissance du glamour. Et je vais vous raconter ça à travers BOAC, donc c'est British Overseas Airways Corporation. C'est une des compagnies aériennes précurseurs de British Airways. Donc, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, comme Olivier l'a annoncé, c'est vraiment comment est née l'expérience des passagers dans les années 50, comment vendait-on du rêve, quel confort cabine dans l'après-guerre, et d'ailleurs, comment étaient agencées ces cabines, comment travaillaient les premières hôtesses et comment faisait-on quand il n'y avait pas de film projeté, les passagers passaient-ils leur temps à boire, à fumer, voire à se bagarrer ou à essayer de mettre... Ouais, on en parlera tout à l'heure. Alors, donc, on passe, donc BOAC, d'abord je vais l'introduire, je vais vous donner vraiment juste le contexte de la création de BOAC. On va parler un petit peu de BOAC dans les années 40 et ensuite on passera à la seconde partie, donc c'est vraiment voyager avec style dans les années 50 et ensuite on passera aux années 60 et la suite où vraiment on voit l'arrivée des jets, où c'est vraiment le décollage du transport aérien commercial. Donc BOAC, donc une intro, hein, donc on va parler de la création de BOAC, on parlera des années post-guerre, on parlera de l'aéroport de Londres. Donc, on ne l'appelait pas Heathrow Airport à l'époque, on l'appelait London Airport. C'était connu comme London Airport. Donc, si on parle de cet aéroport-là dans les années 40, c'est London. Donc, on va parler de ça. Donc, BOAC. Donc là, j'ai trouvé un article en français, hein, vu qu'on le fait maintenant en français et on est en France. Donc, BOAC, ça a été créé, ça a été formé de deux compagnies aériennes britanniques, Imperial Airways et British Airways Limited. Donc, ce n'est pas le British Airways qu'on connaît d'aujourd'hui, c'était British Airways Limited, c'était une autre compagnie hein, qui a existé de 1935 à 1939. Donc, pas très longtemps, pas aussi longtemps que Imperial Airways. Donc, le 12 juin 1939, il y a eu la formation en fait de BOAC par Imperial Airways et British Airways Limited qui a été introduit par Sir Kingsley Wood. Ensuite, le 24 novembre 1939, British Overseas Airways Corporation a été établi sous l'acte BOAC. Donc, on dit bien BOAC ou BOAC. On ne dit pas BOAC. Il y avait... Ça, c'est un truc. BOAC envoyait des documents aux attachés de presse, aux journalistes lorsqu'ils en parlaient en disant surtout, vous prononcez BOAC. On ne veut pas entendre parler de BOAC. C'est un peu plus joli hein, quand on dit BOAC. Et c'est Sir John Reeve qui devient le chairman de BOAC. Alors, le 1er avril 1940, c'est là où ils ont officiellement commencé, où Imperial Airways et British Airways Limited ont cessé d'exister. Et comme nous étions en période de guerre, c'est Secretary of State qui a réquisitionné, en fait, cette compagnie aérienne. Donc, on a ATA, donc c'est l'air transport auxiliaire. Donc ça, en fait, ce que c'était des personnes qui ne pouvaient pas piloter des avions pendant la Seconde Guerre mondiale, soit parce que c'était des femmes, ils ne voulaient pas les accepter, ou soit parce que c'était des personnes qui étaient trop âgées. Donc, ils ne pouvaient pas vraiment faire partie de l'effort de guerre dans l'armée, mais on avait besoin d'eux quand même. Donc là, on peut voir ici, on a une femme qui est à bord d'un avion. Ils les appelaient les ATA Girls.
Et ces femmes, en fait, faisaient des ferry flights, transportaient des vivres, des médicaments, un petit peu partout, chose que les pilotes militaires ne faisaient pas. Mais quand même, pendant la Seconde Guerre mondiale, BAC a quand même continué à opérer certaines lignes. Donc, ces certaines lignes, alors ils pouvaient quand même continuer à les opérer, par exemple, en Australie. L'Australie, Nouvelle-Zélande, ils continuaient quand même à faire des vols commerciaux. Et ils faisaient aussi des vols commerciaux, par exemple, la Grande-Bretagne vers les États-Unis ou vers le Portugal, par exemple. Donc, il y avait quand même des vols commerciaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, quelque chose qui est intéressant aussi, alors ça, c'est quelque chose un peu à part, mais ça sort un peu du glamour. Mais pendant l'effort de guerre, BAC, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé à des pilotes de voler dans des aircraft, dans des avions Mosquito. Et ils sont partis de l'Écosse jusqu'en Suède pour aller chercher des vivres et les ramener en fait en Grande-Bretagne. Et ils devaient survoler en fait des parties occupées par l'ennemi. Donc ils faisaient ça aussi. Ensuite, on va passer au prochain. Donc 1946. Donc maintenant, Speedbird Service. Donc le Speedbird, en fait, c'est le petit logo qu'on voit juste ici, au-dessus de BAC. Alors ça, c'était le logo qu'on voyait déjà sur Imperial Airways. Alors, ce n'était pas sur les avions du début, mais on l'a vraiment vu apparaître vers la fin. Et maintenant, on le voit sur les avions BAC. On voit qu'ils commencent à mettre, donc là, dans l'après-guerre, en 1946, à mettre des publicités dans des magazines, comme le magazine Time. Il y avait beaucoup de pubs BAC dedans. Et ils sont surtout en train de montrer dans ces pubs, on voit partout où ils volent. Donc, on voit qu'on peut partir de l'Europe, on peut aller aux États-Unis, on peut aller sur le continent africain, on peut aller jusqu'en Australie et au Japon. Donc, il y a plein de routes et on montre ça déjà en 1946. On voit déjà un petit peu le glamour avec les femmes vraiment qui s'habillent, qui mettent le chapeau, on s'habille pour aller prendre l'avion. Et on voit aussi que c'est très British puisqu'on a des joueurs de cricket qui se trouvent juste ici. Donc ensuite, on va passer, donc là, on a Time Magazine encore, hein, donc au mois de mars en 1947. Donc là, on a What's a Mileage Millionaire? Donc en fait, c'est quand c'est des capitaines ou des passagers qui ont fait des milliers, des millions de miles en fait en avion. Et on peut voir qu'on a les enfants aussi, on montre que c'est quelque chose que les enfants peuvent faire aussi, peuvent monter à bord des avions. Là, on a un enfant assis dans le cockpit, il est également assis sur le capitaine qui le porte. Et encore une fois, on voit quelque chose de très britannique ici. On voit les bateaux ici, souvent c'est Cambridge et Oxford qui se font. Donc on a toujours vraiment un petit rappel de la Grande-Bretagne juste ici. Donc ensuite, on va passer encore, on regarde encore un petit peu ces publicités. Donc comment, alors j'allais dire Imperial Airways, non. Comment BAC essayait de vendre un petit peu ses vols. Donc là, on a I'm sure Sir Lancelot you travel more comfortably in civils. Donc ça veut dire, je pense que vous allez voyager beaucoup plus confortablement en civil. Donc là, on peut voir qu'il a vraiment la tenue de chevalier qui est très lourde. Et on continue quand même à peser les passagers, à peser les gens avant de monter à bord des avions. Ça, c'était vraiment dans les années 40. Donc, on parle aussi ici de la vitesse. Et on voit BAC. Donc là, on est en 1947. Ça change un petit peu ces publicités. On voit maintenant vraiment le globe. Et on voit, voilà, donc on voit le globe. Et puis, on a aussi les horaires aussi, juste ici. New York, Glasgow. On a ces petits horaires juste là. Donc, ensuite, on va passer Time August. Donc, ça, encore 1947. Donc là, on peut voir Speedbird Service. On a Over the Atlantic and Across the World. Donc, c'est vraiment BAC. Ses routes principales, c'était les États-Unis, enfin l'Amérique du Nord, c'était le continent africain et après, c'était l'Australie, Nouvelle-Zélande et le Japon. Après, c'était d'autres compagnies aériennes qui faisaient l'Europe et qui faisaient l'Amérique du Sud.
Donc ça, c'était vraiment BAC, ça c'était vraiment ses principales routes. Donc ensuite, on va juste passer ici on peut voir, donc c'est en 1949, le 7 décembre, il y a eu le premier vol BAC de Londres à New York sur le Stratocruiser, donc c'est un Boeing. Ces avions étaient très grands, très spacieux et on peut voir que ça ressemblait un petit peu à l'intérieur d'un train, en quelque sorte. Si vous imaginez les trains dans les années 40, dans les années 30, il y a beaucoup de place. Et il y a des compartiments, par exemple, là, c'est le bar. Donc, en fait, ce ne sont pas leurs sièges à louer qui sont là. Les gens vont se lever, ils vont aller prendre un verre au bar dans l'avion. Il y avait même également des cabines où on pouvait dormir. Donc, quand on prenait le Stratocruiser pour aller de Londres à New York, on mettait à peu près 19h45 minutes. Donc, 19h45 minutes pour y aller. C'est énorme quand on y pense aujourd'hui. Et les gens dans le Stratocruiser pouvaient aller dormir dans leur cabine et faire une nuit de 7 heures s'ils le souhaitaient, s'ils arrivaient bien à dormir dans l'avion. Certains passagers disaient que l'avion les berçait. Donc, ils s'endormaient. On peut l'imaginer, on peut s'imaginer ça dans le vol, être bercé par le son, par le murmure de l'avion. Donc, voilà pour le Londres-New York. Ensuite, ici, donc forcément, on parle de vol, on parle de bar, on parle de couchette. Il faut aussi parler donc, des speedbird stewardesses. Donc, ça, c'est les hôtesses de l'air qui sont les hôtesses des années 40. Donc, là, c'est l'uniforme, c'est les hôtesses des années 1943-46. Donc, ça, c'est vraiment le tout premier uniforme BAC. Alors, on voit que c'est un uniforme un petit peu militaire quand même, la façon dont c'est fait. Donc, ici, on a cet uniforme-là. Ensuite, on va passer en 1946, on a Maurice Hellman, qui est un fashion designer, qui est un couturier, qui va créer vraiment le premier uniforme designer pour BAC. C'est en 1946. Et il fait quelques changements. Ici, on la voit là. Donc, Maurice Hellman qui a créé celui-là. Donc, c'est quand même un uniforme, il s'inspire quand même de l'uniforme un petit peu militaire, hein, puisqu'on voit vraiment la chemise qui est boutonnée tout en haut avec la cravate. On voit la ceinture également. Donc, c'est quand même un uniforme un petit peu militaire qu'on voit ici en 1946. Alors, en parlant de 1946, ici, on peut voir l'image de London Airport, donc l'aéroport de Londres. Donc, il ne faut pas le confondre avec Croydon Airport, qui était la base d'Imperial Airways. Là, on a London Airport, ce qui va devenir Heathrow maintenant. Et ça, c'était London Airport en 1946. Donc, vous voyez, un petit peu, on a les tentes militaires qui sont de couleur marron. On a aussi donc les telephone boxes, les cabines téléphoniques. On a aussi the post box aussi pour aller mettre son courrier. Et tout était en bout. Et on peut voir qu'on a même mis des planches en bois pour que les passagers, pour accéder aux terminaux passagers, ne se salissent pas. Et ensuite rentre dans ça. Et c'est en 1946 où il y a eu le passage. En fait, c'est passé d'un aéroport militaire à un aéroport civil. Donc, maintenant, c'est London Heathrow. Mais lorsqu'on parle de BAC, surtout dans ces années-là, il ne faut pas dire Heathrow. Ça n'existait pas. C'était London Airport. Donc là, je vous montre juste ici, c'est l'intérieur d'un BAC Lockheed Constellation. Donc, on peut voir que c'est un uniforme, c'est un des anciens uniformes que l'hôtesse a. Donc, ça, c'est un uniforme qui date d'entre 1946 et 1952. Et c'est quand même toujours un petit peu militaire. Donc, ici, on a aussi donc, Air Travel in the 1940s, donc, pardon, en français. Donc, le transport aérien dans les années 40, je vais juste récapituler un petit peu avant de passer à la prochaine partie. Donc, ça a vraiment évolué d'un transport militaire à un transport civil. Les cabines spacieuses qui ressemblent un petit peu à l'intérieur de train, où il y a des couchettes, où il y a des bars, qui étaient très bien pour des vols de plusieurs jours, semaines, voire des mois. Eh bien, ça a changé, ça laisse place à des cabines plus fonctionnelles où on peut mettre un peu plus de passagers. Mais
vous voyez les sièges ici sont quand même très confortables. Mais ça change. Les avions deviennent de plus en plus rapides. Ils deviennent de plus en plus... on peut compter beaucoup plus sur ces avions. Et on va rentrer dans une nouvelle décennie de l'innovation, du glamour. Et ça, c'est vraiment la décennie des années 50, où on va commencer, on a l'intérieur des cabines qui est pressurisé. Donc, c'est vraiment une atmosphère qui est créée à l'intérieur de cet avion. On est beaucoup plus confortable à bord des avions. Donc, on passe maintenant à Traveling in Style. Donc, voyager avec style. J'ai choisi justement pour illustrer ça, on a The Monarch. Donc, ça, c'est un service entre New York et Londres. Et c'est vraiment un service très luxueux où on a des dîners avec... alors, bon, là, bien sûr, je parle à des Français, mais quand on parle à des Anglais en disant on mange un dîner avec 7 plats différents, c'est énorme. Avec du champagne, avec des apéritifs, etc. Donc, on en parlera un petit peu plus en détail. On va parler des hôtesses de l'air, de leur recrutement, de la formation. On parlera vraiment de l'expérience passager à bord de ces avions dans les années 50. Et on voit aussi un petit peu plus de couleurs là maintenant. Donc, on a BOAC takes good care of you. Donc, ça veut dire qu'il s'occupe bien de vous, il s'occupe très bien de vous, il s'occupe bien de vous. C'est un service impeccable, c'est une cuisine incomparable. Et souvent, les hôtesses, donc lorsque elles venaient servir les passagers à bord, elles n'avaient pas encore les trolleys. Donc, c'était vraiment le service à table. Donc, elles amenaient les choses, on coupait la viande directement devant les passagers, on venait leur servir du vin. Même avant d'aller manger, on allait prendre un apéritif au bar, par exemple. On prenait des cocktails et après, on revenait. Donc, c'était très intéressant de le voir comme ça. Donc, le recrutement des hôtesses de l'air BOAC. Donc, ce qui est intéressant sur cette photo, c'est qu'on peut voir sur la gauche, c'est l'ancien uniforme des années de 46 à 52. Et en 52, on a un nouvel uniforme qui est créé. Et cet uniforme est beaucoup plus féminin. Donc, on perd un petit peu ce côté militaire. Donc, on n'a plus la chemise qui est boutonnée tout en haut avec la cravate. On perd aussi la ceinture, on rajoute quelques boutons. Donc, c'est similaire, mais un petit peu plus féminin et c'est moins militaire. Donc, le recrutement des hôtesses se faisait surtout de jeunes filles âgées entre 19 et 21 ans. Elles ne pouvaient travailler que pour un maximum de 10 ans ou si elles tombaient enceintes ou se mariaient ou étaient en surpoids, c'était fini. Donc, c'était très strict. Il fallait avoir une certaine taille, un certain poids. C'était vraiment ce qu'ils voulaient à cette époque-là pour les hôtesses. Donc, ça faisait un petit peu partie du mystique, du glamour des hôtesses. À l'époque, c'était un petit peu comme être un modèle ou une actrice ou une chanteuse. C'était quelque chose que des milliers de femmes, de petites filles voulaient faire. Elles voyaient ce glamour, elles voyaient ce voyage, elles apprenaient plein de nouvelles choses. C'était quelque chose de très excitant et d'intéressant. Donc, une des pubs d'ailleurs de BOAC, c'est une petite fille qui écrit une lettre en disant « Quand je serai plus grande, j'aimerais être une stewardess BOAC ». Et puis, on la voit dans l'avion demander aux hôtesses comment est-ce qu'elles font pour devenir hôtesse. On voit ces hôtesses du coup parler plusieurs langues, parler en espagnol, en français, servir des vins différents, partir dans notre pays. Donc, c'est très intéressant. Mais elles ne pouvaient travailler que 10 ans. 10 ans, c'était fini. Donc ensuite, on va parler donc des Strato Cruises. Donc, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Là, c'est une pub pour BOAC Strato Cruises. Et en fait, on faisait le voyage de Londres à New York, New York à Londres, sur ces grands avions énormes où on avait les bars, où on avait les couchettes. Donc, et puis, on peut voir aussi donc British Overseas Airways Corporation. Il y a des adresses aussi donc, où les gens pouvaient appeler ou aller acheter leurs billets. C'est pas comme maintenant où on fait tout en ligne ou depuis le portable. Il fallait se déplacer, il fallait téléphoner, il fallait vraiment prendre son temps en le faisant. Il fallait choisir où on voulait aller. Là, on voit aussi Round Trip Bargain. Donc, on peut économiser 39%, $412 à l'époque pour 15 jours de voyage, aller-retour.
Donc ça, c'est l'exclusion. Alors là, on voit où on s'arrêtait en fait. On va à Londres, Balmoral, Glasgow, Eton, Cornwall. Donc on peut voir plein d'endroits où on peut aller. Ensuite, on va passer au Luxury Monarch Service. Donc, le Luxury Monarch Service, ça, c'est un service qui a été introduit en 1951. C'était le 1er mars 1951. Et on offrait donc les parties couchettes et on pouvait dormir, voilà, 7 heures à bord d'un avion en faisant New York-Londres et on pouvait se réveiller en pleine forme après être bercé dans l'avion. Donc ensuite, donc les uniformes, j'en avais parlé tout à l'heure. Et on va passer au service passager première classe. Donc ça, c'est un dépliant qu'on donnait aux passagers première classe. C'est un dépliant ici qui date de 1957. Et on explique aux passagers comment va se dérouler le vol, comment on va s'occuper d'eux, comment va se passer le service à bord. Donc celui-là, il est intéressant, je l'ai choisi parce qu'il est en anglais et en tant que les passagers sont à notre charge, les repas et rafraîchissements légers leur sont servis aux heures normales dans toute la mesure du possible, que ce soit en vol ou aux escales. Après, on parle du breakfast, du petit déjeuner, de quoi ils sont composés, comment vont se passer également le repas de midi. Et puis, on voit aussi que le déjeuner et le dîner sont précédés de cocktails et d'amusettes variées. Donc, ils ont le choix du sherry, du martini, jus de tomate, jus de fruits. Donc, on voit que tout est fait vraiment pour le confort des passagers, pour les occuper. On voit aussi les meilleurs vins français, le champagne sont servis au cours des repas, ainsi que des liqueurs au choix à la fin du repas. On leur offre des cigarettes américaines, turques ou de Virginie avec le café. Et puis, il y a des rafraîchissements tout au long de la journée, en fait. Donc, on est vraiment au petit soin des passagers. Et puis, on peut voir aussi, donc on voit le vert jaune et on voit « with our compliments to your choice upon request ». Donc, c'est votre choix lorsque vous le demandez. Vous pouvez avoir à n'importe quelle heure toutes les boissons qui sont là, tout ce qui est présenté ici. Et on voit en dessous « BOAC takes good care of you ». Donc, BOAC s'occupe de vous. Et on voit aussi donc, la seconde partie ici. On voit donc les différentes facilités. Donc, on peut voir ce qu'on peut offrir aux passagers s'ils ont besoin. Donc, bien-être et confort des passagers sont notre seul souci. Aussi, si vous avez besoin de quoi que ce soit pendant votre voyage, n'hésitez pas à le demander au steward ou à l'hôtesse. Donc, ils peuvent demander des couvertures, des oreillers, des tabourets. Des magazines, des livres, des jeux d'enfants, du papier à lettres, des enveloppes pour écrire, des jeux de cartes et nécessaires de bridge, les nécessaires de toilette, trousse médicale, panne, il y a de tout. Et puis il y a marqué aussi, surtout pas de pourboire. Voilà, ça c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas à bord. Et puis ils peuvent aussi donner des cartes postales, et bien ici donc les gens pouvaient écrire leur carte postale à bord. Les donner à l'hôtesse de l'air pour les poster aux frais de la compagnie. Donc, ça occupe bien. Et puis, on peut voir les souvenirs aussi. Donc, il y avait des poudriers, étuis à cigarettes et foulards. Parce que les gens aimaient bien quand même garder un petit souvenir de leur vol, comme on fait tous maintenant. Donc, ensuite, in-flight entertainment. Donc, comment s'occuper à bord de cet avion? Parce qu'on part pendant des heures et des heures. Donc, on peut faire de la lecture, mais c'était vraiment la chose principale, c'était le repas. Donc, comme je disais, on buvait des cocktails avant, on faisait le repas, on pouvait boire après. Il y avait aussi donc les PNT, donc les pilotes, les copilotes, pouvaient venir aussi, étaient encouragés à venir voir les passagers. Donc, ils venaient voir les passagers, ils venaient discuter avec eux et ils repartaient. Ils étaient encouragés de venir voir les passagers. Ensuite, il y avait des cartes. Donc, quand on vient à tout ce qui est donc jeu et comment je n'arrive plus à parler français. How to entertain yourself. Comment s'occuper à bord de l'avion. Il y avait aussi les cartes à jouer. Alors, les cartes à jouer, c'est intéressant puisque toutes les compagnies aériennes, à l'époque, et ont continué très longtemps, en fait, à donner des cartes pour jouer. Alors, ici, on voit les BOAC, British Overseas Corporation, et on peut voir des gens qui font des châteaux de cartes. Alors ça, on voit beaucoup d'images de cette époque-là, de compagnies aériennes qui prennent en photo des gens qui font des châteaux de cartes dans leurs avions.
Et ça, c'était quelque chose, c'était pour montrer que les vols se passaient très bien, qu'il n'y avait pas trop de secousses. Et que du coup, comme il n'y avait pas de secousses et qu'on volait tellement bien, et bien du coup, on ne pouvait pas faire tomber un château de cartes. Donc, on voit beaucoup de photos comme ça, mais c'est vraiment des photos un peu relations publiques, en fait. C'est pour montrer, voilà, regardez, on a des enfants qui jouent avec des cartes. Ils faisaient même ça avec des allumettes aussi. Donc, ils donnaient des allumettes à bord. Et il y a des photos de bouteilles et les enfants mettaient des allumettes, un au-dessus de l'autre, pour montrer que ça tenait et que le vol se passait très bien. Donc, ce qu'on faisait aussi à bord, donc, les gens buvaient, ils lisaient, des femmes aussi, parfois amenaient aussi des kits de couture, donc elles faisaient la couture à bord. On avait aussi les voyageurs qui pouvaient aussi amener leur secrétaire pour les aider à taper des lettres et quand même continuer à travailler. Donc souvent, nous, quand on prend l'avion, parfois on travaille, mais c'est vrai qu'on pensait moins à cette époque-là. Mais il n'y avait pas de film. C'était assez dur de projeter des films à bord de ces avions-là. Donc, Imperial Airways l'a fait en 1925. Ils ont mis un projecteur à bord de l'avion, mais il n'y avait que 12 passagers à bord. C'était un film silencieux. Donc, même si l'avion faisait beaucoup de bruit, ce n'était pas gênant. Alors que là, c'était beaucoup plus difficile d'organiser ça, surtout dans certains avions, la configuration ne s'y prêtait pas. Donc ensuite, quand ça en vient à s'en occuper, à se rester occupé pendant l'avion, on a le BOAC Junior Jet Club en 1957. Donc ça a été créé le 26 mars 1957 et c'est un club pour les jeunes voyageurs. Donc c'est les enfants de 6, 8 ans, 10 ans. Lorsqu'ils volaient à bord de l'avion, eh bien, ils demandaient leur petit logbook. Ils avaient également une petite note qui accompagnait ça en disant bienvenue au Jet Club. Et ce qui se passait au Jet Club, c'est que les hôtesses remplissaient des petits carnets où on disait écoute, toi tu as volé de New York à Londres, c'était tant de miles, on a mis tant d'heures à le faire, il faisait beau, etc. Et en fait, ces enfants, ils gardaient tous ces bouquins, ils voyaient partout où ils avaient voyagé. Souvent, il y avait des enfants qui voyageaient seuls, en mineurs non accompagnés, puisqu'ils repartaient à l'école en Angleterre et leurs parents habitaient à l'étranger. Ils pouvaient habiter sur le continent africain ou en Australie. Donc, ils repartaient seuls et c'était une façon de les occuper également. Donc ça, c'était le Junior Jet Club en 1957. Donc ensuite, on va ensuite passer donc 1959, donc on arrive à la fin de la décennie des années 50 et le 1er avril 1959, c'est quand le Comet 4 a fait un des premiers vols qui a inauguré the Round the World Service, donc les vols autour du monde. Ce qui est intéressant aussi avec le Comet, donc il est très différent du Boeing Stratocruiser qui était un grand avion. Et le Boeing Stratocruiser mettait beaucoup plus longtemps, forcément, à aller aux États-Unis, en Amérique du Nord. Et Ian Fleming, l'auteur des James Bond, a écrit dans un de ses livres que James Bond, lorsqu'il a volé de Londres à New York, dans un de ses livres, donc c'est Ian Fleming qui écrit ça, écrit qu'il n'était pas content parce qu'il était sur un Comet et que l'avion, ça allait trop vite pour lui, trop haut, et que lui, il préférait voler sur les Stratocruiser parce qu'il avait le temps de se reposer, de dormir 7 heures dans les couchettes du Stratocruiser et d'avoir un grand petit déjeuner servi rien que pour lui dans le bar du Stratocruiser. Et que dans le Comet, il n'y avait pas ça. Donc ça, c'est ce que Ian Fleming a écrit dans un de ses livres. Ça n'a pas été montré en film, donc c'est que dans le livre. Donc voilà pour la petite anecdote. Et ensuite, on va passer au Air Travel Takes Off. Donc ça, c'est vraiment la décennie des années 60. C'est vraiment le Jet Age Era. C'est l'année des jets où vraiment tout s'accélère un petit peu comparé aux années 50. Donc, on va passer ici. Donc, pareil, donc comment s'occuper dans l'avion, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on voit qu'il y a un grand changement entre l'intérieur des cabines des années 40 et ici des années 60. Ce n'est pas, alors on a quand même toujours de la place, mais ça change en fait des barres et des coins couchettes. On voit les enfants qui se baladent également. Donc,
Alors ici, c'est l'intérieur d'un Vickers VC-10. Alors ça, il a fait son premier vol en 1962, cet avion. Et c'est vraiment un avion qui a été créé pour opérer sur des routes longue distance. Donc pour faire des vols longue distance, mais sur des pistes très courtes. Donc en fait, il pouvait faire des longs vols et atterrir sur des pistes très courtes. Il n'avait pas besoin d'une grande piste pour atterrir. Donc, ça a été utilisé beaucoup sur le continent africain et en partie, surtout sur cette partie-là. Donc, ensuite, on va passer, donc on parle cabine, on parle intérieur, on va parler aussi des hôtesses pendant les années 60 et l'évolution de leurs uniformes. Donc ici, on a des uniformes qui sont désignés, qui sont créés par Norman Hartwell, qui a créé les vêtements de la reine de l'Angleterre. Donc cet uniforme change un tout petit peu de l'uniforme des années 50. Mais ce qu'on voit aussi avec l'arrivée des années 60, c'est qu'on voit vraiment un changement dans la perception des hôtesses de l'air, dans ce qu'elles portent. C'est vraiment, ce ne sont pas que les passagers qui ont le glamour, ce sont les hôtesses de l'air aussi qui commencent à avoir différents uniformes. On a des créateurs qui viennent les créer. Et puis, on a aussi des uniformes beaucoup plus exubérants que ceux qu'on avait précédemment. Donc, on a des hôtesses qui se baladent en bottes avec les mini-jupes. Enfin, donc, du coup, on a quelques changements. Donc là, on peut voir ici, ce sont les mêmes uniformes. On a les hôtesses qui sont là, donc ceux créés par Norman Hartwell. Et ensuite, on va parler des uniformes en 1967. Donc ça, c'est le BOAC Paper Dress de 1967. Donc c'est une robe, alors on dit que c'est en papier. Alors, ce n'était pas vraiment en papier, c'était une matière qui était similaire au toucher, au papier. Et ce sont des robes que les hôtesses ne portaient qu'une seule fois. Elles les portaient une seule fois et puis elles les jetaient à la poubelle. Et ces robes, en fait, arrivaient, elles étaient beaucoup plus longues et c'était aux hôtesses de couper la robe à leur taille, puisque toutes les robes devaient tomber à un certain endroit au-dessus du genou. Donc, elles coupaient et puis, hop, elles le jetaient à la poubelle à la fin du vol. Ça n'a duré qu'un an. Hein. Donc, ces robes-là, elles étaient utilisées sur les vols entre New York et les Caraïbes. On ne porterait pas, n'arriverait pas à Londres comme ça, on aurait peut-être un petit peu froid. Donc, ça n'a duré qu'un an. Peut-être parce que, donc, les rumeurs, les anecdotes, certains passagers voulaient prendre un briquet et allumer ces robes papier. Ce n'est pas arrivé, hein, mais c'était apparemment, ils étaient tentés de le faire à bord de l'avion. Donc, ça n'a duré qu'un an, ces robes papier. Et puis ensuite, on voit un changement. En 1969, donc les Glamour Girls, le look de Londres, on commence à avoir des changements dans les nouveaux uniformes. C'est Clive Evans qui, en 1969, a créé de nouvelles uniformes. On lui a demandé de créer des uniformes un peu space age. Donc, 1969, c'est la Lune. Donc, on essaie de trouver des nouveaux uniformes. Là, les uniformes-là, donc la robe rose corail et l'uniforme bleu, c'était des robes qui étaient très faciles à laver et à sécher. Donc, on disait aux hôtesses, ces robes-là, eh bien, vous pouvez les laver le soir à l'hôtel dans le lavabo. Et puis après, vous pouvez les mettre à sécher et vous pouvez les remettre le lendemain. Donc, on voit déjà un changement puisque les hôtesses, à l'époque, elles voyageaient, elles faisaient un vol et puis elles restaient plusieurs jours sur place. Elles ne repartaient pas forcément le lendemain. Alors que là, ça suppose une différence. Donc, on peut facilement le laver, le faire sécher. On voit aussi dans le changement de ces uniformes-là, différents types d'uniformes pour différents endroits. Donc, voilà. Donc, on avait de plus en plus d'avions passagers qui pouvaient voyager beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement et qui pouvaient transporter plus de passagers. Donc, les hôtesses, leurs uniformes, il fallait qu'ils s'adaptent au climat, aux différents climats où ils allaient. Donc, ici, on va regarder, on voit juste en fait la robe avec les bottes. Donc, on avait des hôtesses qui mettaient les bottes maintenant pour des climats peut-être un petit peu plus froids où il pleuvait. Et ensuite, on va passer au magazine ici, donc Aware Everywhere. Donc, c'était des magazines, des dépliants que les compagnies aériennes donnaient aux passagers qui leur expliquaient comment s'habiller,
quoi prendre et à quoi s'attendre en fait dans les endroits où vous allez. Donc, on peut voir ici le contenu. Donc, c'est comment choisir votre garde-robe, les différentes tailles de vêtements. Donc, aux États-Unis, en Angleterre, en France, on peut voir quels cosmétiques, donc quel type de maquillage amener dans les différents climats. Donc, quel maquillage mettre s'il fait chaud et sec, quel maquillage mettre s'il fait chaud et humide, quel maquillage mettre s'il fait froid. Donc, en fait, on expliquait aux personnes comment faire ça, puisqu'ils n'avaient pas l'habitude de voyager autant et on arrivait parfois dans des climats complètement différents. Par exemple aussi pour quoi mettre dans ses bagages et également quoi mettre dans son bagage cabine aussi. Il y a certaines listes que j'ai trouvées où il y a marqué il faut prendre 4 blouses, une robe de soir, une robe pour l'après-midi, une robe pour le matin, etc. Donc, il fallait vraiment planifier tout ça. Donc, on peut voir juste après packing. Donc, package allowance, il y a marqué combien de kilos on a droit, mais après, on peut payer un petit peu plus et prendre plus avec soi. Quels médicaments on peut prendre, les liquides, etc. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit différentes villes. Donc, on a Athens, Auckland, Bagdad, Bahreïn, Bangkok. Et ce qui est marqué, c'est qu'il y a des suggestions de vêtements, une suggestion de garde-robe à amener avec soi pour une visite qui est un petit peu plus courte. Donc, on explique aux passagers quoi prendre. Et il y a aussi la météo, donc à quoi s'attendre. Et ensuite, ici, alors pour terminer, donc on a dans tous ces magazines, il y avait toujours marqué BRAC, World Air Route. Donc là, on voit vraiment toutes les routes de BRAC. Donc ça, c'est dans les années 60. Et on voit qu'on voit partout, presque, dans le monde, et toutes ces routes où tous ces passagers peuvent aller et découvrir de nouveaux pays. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Donc, après, on passe de BOAC à BA. Donc, on passe de British Overseas Airways Corporation à British Airways. Et ça, ça signifie un petit peu... alors, je dirais pas la fin de BOAC, puisqu'on a gardé le même équipage. Les avions, c'est juste devenu British Airways. Alors, juste avant, je vais quand même parler du Boeing 747. Donc, il a fait son premier vol en 1971 pour BOAC, de Londres à New York. Et ensuite, on a le British Airways Group qui a été créé le 31 mars 1974. Et on a British Airways tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et ça, j'en parlerai bientôt.